On ne le dirait pas comme ça, habitué et presque indifférent à notre cœur qui bat, mais il s'agit d'une machinerie précise et complexe, dont l'observation en temps réel apporte de réelles avancées en alliant recherche fondamentale et pratique médicale. On vous propose donc un voyage d'observation de la vie en direct avec Élise Collin, qui est directrice de recherche à l'ONERA et membre du département traitement de l'information et système, et Julien Guillère, qui est chirurgien cardiaque à l'hôpital Marine-Anne-Longue, responsable du programme de transplantation cardiaque et assistance circulatoire de la faculté de médecine de l'université de Paris-Saclay, le tout sous la houlette ou sous la férule de Anne-Jean Blanc, journaliste au Point, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Voilà, alors moi, c'est pas un conte de fées que je vais vous raconter, mais quand même, quand une ingénieure à Supélec, titulaire d'un doctorat en physique théorique, rencontre un chirurgien cardiaque, ça fait battre des cœurs. Voilà, c'est un petit peu l'histoire qu'on va vous raconter, parce que leurs travaux ont des applications qui sont vraiment très importantes, notamment pour les malades en attente de transplantation cardiaque. La solution qu'ils ont mise au point et testée permet non seulement d'allonger le temps de conservation des greffons, mais aussi de vérifier leur bon état. Donc je voudrais qu'on commence avec vous, Élise. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes intéressée à ce domaine. Vos travaux, comment vous avez commencé déjà ? Oui, alors j'ai un parcours qui va être qualifié de non linéaire, j'allais dire. C'est pas une ligne droite du tout. Dès le début de mes études, j'avais envie à la fois de faire de la recherche et de m'amuser, de trouver du plaisir à la recherche et à la découverte scientifique, mais aussi et avant tout de faire quelque chose qui puisse être utile. Comment concilier les deux ? Donc déjà, lors de mes études, je me suis effectivement cherchée, et c'est pour ça que j'ai à la fois cet aspect école d'ingénieur, très concret, au terme d'études, on va dire classiques, cycle préparatoire, et puis j'ai eu envie de continuer à creuser en fait, des domaines de manière plus fondamentale, ce qui explique mon souhait et ma volonté d'aller également vers un DEA, donc de physique théorique. À l'issue de ça, il s'est avéré que naturellement, il fallait que je continue en recherche. Mais là encore, quel sujet, quel choix ? Après une tentative en imagerie médicale qui s'est révélée finalement être infructueuse, j'ai finalement bifurqué vers de l'imagerie spatiale. Et c'est de cette manière qu'en fait, que j'ai atterri à l'ONERA, donc l'Office national d'études et de recherche en aérospatiale, dans un domaine tout à fait différent qui était l'observation de la Terre. Pour moi, c'était une manière de découvrir un champ très pluridisciplinaire à plein d'interfaces, et c'est ce qui me plaît, en fait. C'est de pouvoir à la fois travailler avec des mathématiciens, des physiciens, à l'interface donc entre l'électromagnétisme, les modèles, le traitement du signal et de la donnée, et puis toujours vers des gens qui connaissent mieux le domaine applicatif dans lequel je m'étais engagée, celui de l'observation terrestre à partir de l'espace. Donc j'ai commencé ma carrière en fait principalement dans ce domaine-là, et puis j'allais dire toujours animée de cette volonté d'aller à la rencontre de différents domaines. Après mon doctorat en poche dans le domaine de l'imagerie radar polarimétrique, vaste programme, j'ai voulu continuer à orienter mes travaux en faisant des ponts entre différentes échelles, ce qui m'a mené à aller vers plus l'imagerie optique, dans laquelle j'ai retrouvé les mêmes phénomènes physiques sous-jacents à ce que j'étudiais en imagerie radar, à savoir, on va parler de grands mots, de speckle. Le speckle, en fait, c'est un phénomène physique qui résulte des interférences des ondes électromagnétiques, avec une surface ou un volume, une matière naturelle, un milieu complexe que l'on va imager. Et en fait, dans ces images un peu ésotériques, on va trouver plein d'informations à partir de techniques de traitement du signal qui vont permettre d'extraire tout ce qui est dynamique, tout ce qui est mouvement. Et de la Terre au cœur, alors là, lien... De la Terre au cœur, ensuite, en allant vers l'optique, j'ai été amenée à échanger avec un collègue aussi à l'ONERA, mais dans des laboratoires à Toulouse, qui s'est aperçu que... en appliquant ces techniques de speckle à l'échelle optique, c'est-à-dire avec un éclairage laser, il arrivait à percevoir des mouvements subtils sous la peau,
la peau du corps humain. Et ces mouvements subtils étaient liés à la microcirculation sanguine, c'est-à-dire à tout le transport en fait, via le réseau de circulation sanguine. On a échangé beaucoup à ce sujet parce qu'il était encore une fois dans des phénomènes physiques qui étaient très proches de ceux que moi j'étudiais à l'échelle de la planète. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'en fait, on avait le même, on va dire, corpus d'outils, de données et d'analyse physique à l'origine de nos objets d'étude. Lui, imagerie médicale et moi, imagerie spatiale. Et ensemble, c'est ce qui nous a mené à décider de cofonder en fait une start-up pour aller valoriser en fait cette technologie sur laquelle on a continué à travailler de concert. Parce que là, on s'est dit, on tient quelque chose. Il y a une vraie rupture technologique, j'allais dire, dans ce qu'on arrive à visualiser avec cet instrument, qui mérite que ça aille trouver des utilisateurs, une utilité vers les hôpitaux. Et chose qu'on ne pouvait pas forcément facilement faire en restant dans notre laboratoire à l'ONERA, puisque nous, on est impliqués dans des travaux qui concernent le secteur aérospatial. Pour pouvoir appréhender le secteur médical, avec l'aide de l'ONERA, on a cofondé cette start-up et on est allé à la rencontre des médecins. Et donc, vous avez mis au point une technique, racontez-nous un petit peu et nous dire à quoi elle sert aujourd'hui en chirurgie cardiaque. Alors, initialement, en fait, la première idée qu'on avait eue d'application n'était pas du tout orientée vers la chirurgie cardiaque. Donc là encore, ça s'est fait de manière, j'allais dire, impromptue, par des chemins de traverse. Par le biais des rencontres et des hasards. La première application médicale qu'on a envisagée était sur les cancers, la détection précoce des cancers de la peau, puisque en fait, lorsqu'on a des cellules cancéreuses, elles font appel à un réseau de vascularisation vraiment dédié qu'on arrive à détecter dès les premières heures. Donc ça, c'est des travaux qu'on a menés en parallèle, j'allais dire, au tout début de l'aventure entrepreneuriale. Et il s'est trouvé qu'au début de cette aventure, de manière là encore inopinée, on a fait la rencontre de Julien, donc à l'hôpital Marine-Lalonde. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Donc en faisant la rencontre de Julien, c'est Julien en fait qui est venu à notre rencontre et qui nous a parlé de ses activités et ses besoins en imagerie de greffon cardiaque et qui nous a demandé si on pensait être capable d'appliquer cette technologie à l'imagerie d'un cœur battant. Et il en parlera certainement mieux que moi. Mais donc avec toutes les contraintes que ça comportait, c'est-à-dire qu'initialement, nous, on était, on va dire, censé imager un objet statique, immobile, c'est-à-dire qu'on demande aux patients, lorsqu'on fait l'image la prise d'image dure 1 seconde à peine, mais pendant cette seconde, on demande aux patients de limiter ses mouvements au maximum pour ne cerner et ne capter que les mouvements qui sont liés à la circulation sanguine, des mouvements donc très très fins. Là, quand il s'agit d'imager un cœur en mouvement sans arrêter son battement, on ne peut pas l'arrêter. Voilà, on n'avait pas le droit de l'arrêter, ce que je comprends. Et ben là, on s'est dit, il va falloir qu'on trouve autre chose. Et donc, ça nous a mené à travailler de concert à ses côtés et d'imaginer comment solutionner cette nouvelle problématique par le développement de traitements adaptés. C'est-à-dire qu'on a répondu non pas d'une manière technologique finalement, enfin technologie au sens capteur, mais vraiment d'une manière algorithmique, en allant développer des algorithmes donc, qu'on maîtrisait déjà bien à l'ONERA dans notre département, dans notre équipe, capter tous les mouvements, arriver à jouer avec ces mouvements pour ne garder que les mouvements qui nous intéressent. C'est un peu la manière dont on a travaillé et dont on a répondu, on espère, à l'objectif initialement posé par Julien. Alors, en pratique, en termes très grand public, oui. Votre technique, c'est quoi ? La technique qu'on utilise, nous, à l'origine, donc, c'est celle qu'on appelle du speckle dynamique laser. On y a rajouté le mot polarisé parce qu'on a rajouté en fait un élément qui améliore la capacité de voir en profondeur dans les tissus biologiques. Oui. Et en ce qui concerne le greffon cardiaque, on va dire, là, on a rajouté d'autres traitements. Donc là, on ne parle plus forcément de technologie, mais d'algorithmie. On ne leur a pas donné un nom encore, mais on a publié les travaux dans une revue. C'est un moyen d'explorer, de visualiser, d'explorer un greffon en attente de transplantation cardiaque. Exactement. Voilà. Alors justement, greffe du cœur, est-ce qu'on peut faire un peu un état des lieux, Julien ? Combien on en fait ? Quels sont les besoins aujourd'hui ? Alors actuellement, il y a 400 transplantations cardiaques réalisées en France. Par an. Par an, chaque année.
Et ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a plus de 500 patients en attente de greffe, des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque avancée, qui est quand même une des premières causes de mortalité dans les pays développés. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à transplanter tous les patients qui en ont besoin? Parce qu'on manque en fait d'organes, on manque de greffons, il n'y a pas suffisamment de donneurs. Et on est clairement actuellement dans les pays développés en pénurie de greffons. Actuellement, Dans tous les pays développés. Hein. Oui, oui. Alors un peu plus en Europe de l'Ouest qu'en Amérique du Nord, mais actuellement le ratio, l'équilibre, c'est 2 malades en attente de greffe pour un seul cœur disponible. Donc vous voyez le constat, c'est qu'on manque de greffons et donc on a des patients qui souffrent et qui meurent malheureusement faute d'une transplantation cardiaque. Donc ça, c'est l'état des lieux et donc on est contraint dans notre pratique pour continuer à soigner les malades de repousser les limites et à savoir de prélever des cœurs qui seront limites en fait en termes de qualité. Un petit peu plus fatigués que ce que vous auriez aimé. Des donneurs un peu plus âgés, parfois avec des antécédents médicaux pour des raisons pour lesquelles on n'aurait jamais prélevé ces cœurs il y a une vingtaine d'années. Vous n'avez pas quelques slides? Alors, on a quelques slides sur les avec greffes, des très jolies images, mais qui ne sont peut-être pas forcément celles qu'on voudra tout de suite. Bon, alors c'est pour juste, après peut-être. Juste pour compléter, en fait, le fait de repousser les limites de la transplantation cardiaque en prélevant des cœurs un peu plus à risque, en fait, et le risque c'est quoi? C'est un risque d'échec de transplantation. En fait, on a besoin d'avoir des informations sur la qualité de ces cœurs, et d'où le développement de ces technologies où, en fait, avant de transplanter le cœur, en fait, on va l'évaluer sur une machine, on va le perfuser, ce cœur, on va aussi pouvoir faire des prises de sang sur le circuit pour avoir des éléments, des marqueurs, des biomarqueurs, et puis, plus récemment, et en collaboration avec l'équipe d'Élise, on s'est dit pourquoi pas faire aussi de l'imagerie sur ces cœurs lorsqu'ils sont en situation d'être perfusés sur une machine à l'extérieur du corps. Qu'est-ce que l'imagerie vous apporte en plus en connaissance sur la qualité du greffon? Première situation, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ce cœur, il n'a pas une anomalie au niveau des artères coronaires. La maladie coronaire, c'est la maladie coronaire qui provoque l'infarctus. C'est très fréquent, plus on avance en âge, et plus on a des facteurs de risque cardiovasculaires, de l'hypertension, du diabète, et plus on est exposé à développer de la maladie coronaire. Donc ce que vous voyez sur l'image de droite, c'est un cœur sur une machine de perfusion, mais avec une injection de diode, d'agent de contraste, et qui nous permet de voir en fait une artère. Là, c'est ce que vous voyez, la ligne noire, c'est une artère coronaire. Et donc en fait, on a besoin de cette information, parce que si on n'a pas cette information de la qualité des artères coronaires, on risquerait de transplanter un cœur malade chez quelqu'un qui est déjà malade. Donc moins par moins en médecine, ça marche pas. Ça fait pas sûr. plus. Ça fait jamais plus. Non, on est d'accord. On est d'accord. Parce qu'autrement, vous faites quoi comme examen sur ce cœur? Vous recherchez par exemple sur le donneur des maladies infectieuses. Vous recherchez. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des cellules cancéreuses qui se promènent? Qu'est-ce que vous recherchez sur un cœur? Tout ça, c'est recherché. Oui. Avant le prélèvement d'organes, il y a des examens sanguins, effectivement, pour dépister la présence d'agents infectieux, pour éviter de transmettre l'infection au receveur. Il y a des examens d'imagerie, de scanner pour rechercher la présence d'une tumeur qui contre-indiquerait le prélèvement de tous les organes. Par contre, l'imagerie cardiaque, elle se résume à une échographie du cœur, qui est un examen de routine, mais qui ne permet pas de voir les artères coronaires. Les artères coronaires, il faut vraiment une imagerie dédiée. Et ce qui est recommandé actuellement en France, c'est qu'un donneur d'organes de plus de 55 ans, il doit avoir une coronarographie, parce qu'on sait qu'il est plus exposé à potentiellement avoir une maladie des artères coronaires. Le problème, c'est que malgré cette recommandation, cet examen n'est fait que dans un tiers des cas, pour diverses raisons. Soit parce que l'examen n'est pas disponible dans l'hôpital où se trouve le donneur, soit parce que le donneur est dans un état instable qui ne permet pas d'aller dans la salle d'examen. Et donc nous, on est confrontés à cette problématique. Est-ce que je prélève ce cœur dont je n'ai pas l'information sur l'état des artères coronaires, mais j'ai besoin de transplanter un patient en urgence et que ce cœur il est compatible pour lui et c'est sa seule chance, ou bien je refuse et voilà. Excusez-moi juste pour bien comprendre, parce que vous dites une coronographie chez le donneur. Oui. Le donneur, c'est par définition quelqu'un qui est en état de mort cérébrale. Oui. Et on peut faire encore ce type d'examen tant que la personne n'est pas déclarée totalement morte? Oui. C'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça se passe. D'accord, ok. Oui. Le décès est défini par le constat de mort encéphalique. Oui. Mais en mort encéphalique, le cœur continue à battre. D'accord. Et tous les organes sont viables, en fait. Sont viables, d'accord. Sauf le cerveau. D'accord.
Et alors donc, l'examen qui a été proposé je suis en train de chercher votre Élise, qu'est-ce qu'il vous apporte de plus directement? Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, il faut comprendre que c'est une imagerie essentiellement de mouvement. C'est-à-dire que tout le signal que vous voyez là sur la petite vidéo de gauche qui reproduit un cycle cardiaque mais en décéléré, en fait, est lié à une activité, un flux sanguin. Plus la couleur est jaune intense, plus ce flux est rapide. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'une imagerie, j'allais dire, de radiométrie au sens où on a des cellules qui répondent plus que d'autres. Non, c'est vraiment, si le cœur s'arrêtait de battre ici, le signal deviendrait totalement homogène et l'image sans aucun contraste. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire que si on arrive à quantifier ce flux sanguin, on a une estimation précieuse sur la vitesse de circulation à l'intérieur de l'organe qui nous donne quand même des indicateurs sur justement l'état de bonne santé du greffon. La grande, j'allais dire, plus-value aussi de ce genre de type d'imagerie, c'est qu'il est ce qu'on appelle non-invasif. C'est-à-dire qu'il va utiliser un simple éclairage laser qui est tout à fait à des puissances anodines, même à sécurité oculaire, donc sans danger du tout. Il ne nécessite pas l'injection d'un produit de contraste particulier, qui, en plus d'être invasif, j'allais dire, est une opération qui est compliquée, en fait, à mettre en place. Donc, et c'est quelque chose qui est très maniable. Alors, justement, j'avais peut-être des petites images là qui vous montrent un système d'imagerie, on va dire, classique. À l'inverse, dans une vidéo qu'on avait avant, on me voit justement obtenir en temps réel. Alors, attendez. C'est pas forcément toujours facile pour moi de lancer la vidéo. Voilà. Mais en fait, vous avez vu l'appareil que je tenais dans la main, il est très petit, il est de la taille d'un sèche-cheveux, oui. Et l'image s'obtient en temps réel. Bon, là, c'est une image sur la peau, le temps réel. Pour obtenir vraiment des très belles images de cœur, on a encore besoin d'un petit peu de temps de calcul supplémentaire si vraiment on veut affiner la qualité. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que c'est très maniable, non invasif, et que c'est une activité, c'est une information d'activité. On a pu voir d'ailleurs sur des greffons cardiaques, puisqu'on a fait plusieurs images de cœurs différents, que quand le cœur prenait un peu d'œdème et était en mauvais état, on voit notre signal directement sur l'image qui n'a pas la même qualité, on va dire, qui ne démontre pas la même qualité de circulation. Julien, combien de cœurs vous avez pu greffer que vous n'auriez pas pris autrement grâce à cet examen? Alors, pour l'instant, cet examen d'imagerie, on ne l'a pas encore appliqué dans notre pratique clinique. On en est encore au stade de recherche et de développement. Donc, par contre, la coronarographie sur un cœur, sur machine, ça, on l'a fait une fois. Mais voyant, comme le disait Élise, les contraintes et la toxicité que cet examen peut avoir sur un cœur isolé, parce qu'en fait, on a fait un examen. La coronarographie, c'est un examen de routine. Il y a des tas de personnes qui ont des coronarographies. Le problème, c'est que c'est un examen qui est prévu pour être fait sur un organe vivant. Ce n'est pas du tout la même toxicité que de le faire sur un cœur isolé où on injecte un produit pour faire de l'imagerie et qui va stagner autour du cœur et qui va ensuite avoir une toxicité pour le cœur. Donc quand on l'a fait la première fois sur un cœur humain, on s'est rendu compte de la toxicité que ça pouvait avoir. Ça entraîne notamment de l'œdème et ça altère la contraction du cœur. Donc là, on s'est dit stop, on va au laboratoire, on réfléchit à une autre solution pour pouvoir avoir cette information sur l'état des artères coronaires, notamment. D'accord, mais de votre expérience, ce type d'examen vous permettrait de sauver, d'utiliser un nombre vraiment supérieur de cœurs au moins, on augmenterait au moins de 10%, de 10 à 15% le nombre de greffons, et c'est considérable. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore comme amélioration à apporter avant que ça puisse être utilisé peut-être plus facilement? Alors, au niveau cardiaque ou dans tous les domaines? Au niveau cardiaque, et on fera tous les domaines après. D'accord. Au niveau cardiaque, en fait, on a travaillé en parallèle sur une étape importante pour nous en imagerie, qui est celle de la quantification
la quantification du signal, c'est-à-dire pouvoir maintenant relier une valeur dans un pixel de l'image à quelque chose, un élément physique, soit de flux, soit de vélocimétrie. Ça, c'est quelque chose qu'on a très très fortement avancé là ces derniers mois et sur lequel on est prêt à passer à une réalisation pratique, mais dans des contextes donc plutôt dermatologiques. Sur le cas du cœur, ça va nous nécessiter un peu plus de temps encore de recherche à cause du fait de cette compensation de mouvement qu'on a appliquée et qui est peut-être pas sans effet sur la manière dont ensuite on récupère un signal quantifié. J'allais dire, après ça, il faudra se mettre en configuration clinique pour le coup et vérifier que ça va passer tous les steps de pratique en clinique sur des Vous machines. disiez, Julien aussi, mais alors ça c'est pour l'avenir, c'est pas pour demain, mais que peut-être en gardant les greffons un peu plus longtemps et en les examinant comme ça, vous pourriez éventuellement envisager de réparer, entre guillemets, un cœur avant de le réimplanter. Expliquez-nous. Oui, tout à fait, parce que cette technologie de perfusion des organes isolés, il n'y a pas qu'en transplantation cardiaque, ça s'utilise aussi pour les reins, le foie, les poumons. Mais l'objectif actuellement de ces technologies, c'est de nous permettre d'allonger la durée de préservation des organes, d'accord, pour notamment peut-être aller chercher des organes plus loin géographiquement, et puis aussi pour nous faciliter l'organisation des transplantations qui se font toujours dans un mode d'urgence, la nuit, oui, avec des moyens un peu plus restreints, et c'est toujours compliqué. Ça a été développé pour ça au départ, les machines de perfusion d'organes. Mais là, on en est à la deuxième étape, c'est-à-dire pour moi la deuxième ère, c'est de servir de cet outil, ces machines pour mieux évaluer les organes. Donc c'est ce qu'on fait nous par exemple avec ces outils d'imagerie. Et la troisième ère, c'est celle qui est en train de s'ouvrir, c'est de pouvoir faire de l'intervention thérapeutique sur ces organes avant de les transplanter. Peut-être qu'on ne les transplantera pas d'ailleurs, s'ils ne répondent pas à la thérapeutique. C'est-à-dire de prélever des organes. Par exemple, comme thérapeutique ? Ça peut être du médicament. Par exemple, des médicaments qui vont augmenter, améliorer l'efficience énergétique, apporter des substrats énergétiques. Le Red Bull, si vous voulez. Oui, le Red Bull du cœur, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, ça va vite après. Pour lui permettre en fait de mieux repartir une fois qu'on a réalisé la transplantation et qu'on ait de meilleures chances de succès de la transplantation. Ça peut être aussi de la thérapie peut-être cellulaire et de la thérapie génique. Mais là, ces deux thérapies-là, elles vont nécessiter de garder l'organe beaucoup plus longtemps en perfusion pour espérer d'avoir un effet thérapeutique. Pour le Red Bull, ça agit tout de suite, tout le monde le sait. Oui, ça, c'est sûr. Là, la thérapie cellulaire, la thérapie génique, il va falloir attendre des jours, voire peut-être des semaines avant de voir un effet. Pour l'instant, on le garde combien de temps, le cœur, avant de le réimplanter ? Alors, la méthode conventionnelle, classique, historique, qui est une glacière médicale, le cœur il est préservé à 4 degrés, vous avez 4 heures pour le regreffer. D'accord. Avec ces technologies de perfusion, le maximum qui a été fait, c'est 16 heures. Ah oui, c'est déjà avant un d'être beau gain. transplanté chez un patient. Voilà. Donc on a quand même déjà franchi un cap. Maintenant, c'est de pouvoir utiliser ces machines pour mieux évaluer et peut-être améliorer les organes avant de les transplanter. Effectivement, et là, on passerait dans des délais de quelques jours à quelques semaines et on est plus du tout dans le même tempo là. Et alors, en progrès globalement dans d'autres domaines, vous envisagez quoi ? Pardon. Globalement, maintenant, on essaye aussi d'aller vers tout ce qui est exploration d'organes à l'intérieur du corps, donc en essayant de passer à la fibroscopie ou pour aller à l'exploration à l'intérieur, en profondeur, sur d'autres types d'organes. Par exemple, détaillez-nous un petit peu le champ des possibles. Ça pourrait être, typiquement, là, on essaye de commencer par explorer les possibilités du poumon, pour les greffes pulmonaires également. Le poumon, pardon, vous faites du cœur-poumon, j'imagine aussi, donc le poumon, c'est plus difficile à conserver que le cœur ? Alors non, il tolère un peu plus longtemps l'ischémie, c'est-à-dire la non-oxygénation. Parce qu'en fait, le poumon, il a deux apports en oxygène. Il a l'apport sanguin, ses artères pulmonaires, et puis il y a l'air qu'on respire. Donc en fait, au moment où on prélève les poumons, au moment du prélèvement d'organes, il y a de l'air qui reste, entre guillemets, trappé dans les alvéoles pulmonaires. Donc il tolère un peu plus cette ischémie, mais il faut quand même le transplanter dans les 8 heures maximum, une fois qu'il a été prélevé. Donc c'est plus que 4 heures.
Mais ce n'est pas non plus 24 heures. D'accord. Je vous ai interrompu, pardon. Après les poumons. Non, mais après, en parallèle, on continue aussi des activités sur tout ce qui est greffe de peau, et notamment après des brûlures, par exemple, ou pour évaluer la qualité d'une prise de greffe. Oui. Alors, greffe de peau, ça permettrait quoi? De mieux choisir le greffon? En fait, à l'heure actuelle, la grosse difficulté des médecins, c'est lorsqu'ils établissent une greffe de peau, ils ne savent pas tout de suite si la greffe va bien prendre ou pas. Ils sont obligés d'attendre un certain temps, ce qui est assez compliqué aussi psychologiquement pour un patient. C'est-à-dire qu'on peut revenir plusieurs semaines après pour lui dire que finalement la greffe n'a pas fonctionné. Alors que ici, avec ce genre d'appareil, on pourrait, dès le moment de l'opération, vérifier que les microcirculations se remettent bien en place en fait lors de l'implantation de la greffe. Les échecs de greffe de peau sont essentiellement liés à une vascularisation qui ne reprend pas. Elles sont, en tout cas avec les personnes avec lesquelles on travaille sur ce sujet, sont des greffes qui font suite à des grandes brûlures. Donc là, effectivement, la peau est de toute façon altérée. Ah oui, il y avait une image choc qu'on voulait voir de cœur. Alors ceux qui n'aiment pas trop les images choc, on vous prévient tout de suite, c'est un cœur en train de battre. Mais il n'y a rien de choquant. Il y a des choses beaucoup plus choquantes qui circulent sur les réseaux. En fait, c'était de vous montrer effectivement cette technologie de cœur perfusé. Elle est tout à la fin, je crois. Oui, voilà. Donc, mince. Comment on fait pour la lancer? Par contre, elle était censée se lancer automatiquement. Oui. Est-ce qu'en régie, vous pouvez lancer la petite vidéo, s'il vous plaît, du cœur battant? Donc c'est un cœur de porc, puisqu'on travaille essentiellement sur modèle porcin dans le laboratoire de recherche. Pourquoi le porc? Parce que sa physiologie et son anatomie sont très proches du cœur humain. Et donc ce cœur, il bat en fait à partir du moment où on le remet en situation d'oxygénation, on fait recirculer le sang à l'intérieur du cœur. Bon, ça ne va pas trop choquer. Hein, non, franchement, si c'est pas trop choquant. Et en plus, il n'a pas battu, donc on est abattu. Normalement, il bat. Ouais. Il faut que tu reviennes en arrière, peut-être. Peut-être la lancer comme ça. Mais ça s'y bat pas non plus. Donc, ouais. Bon, les trois cœurs d'avant ce cœur ne veut pas battre. Les trois cœurs d'avant se sont arrêtés aussi de battre. Bon. Il veut battre, mais on a des petits soucis techniques qu'on va résoudre. C'est pas grave. Normalement, il bat. Résoudre, voilà. Moi, j'ai une dernière question à vous poser. Ça concerne le transfert d'innovation. Comment peut-on faire rentrer ce type d'innovation à l'hôpital? Comment ça se passe? Alors, à Marie-Ladnong, c'est très simple, mais parce qu'on a développé un process, en fait, Malik, qui est soutenu d'ailleurs par la région Île-de-France, Marie-Ladnong Innovation Center, où vraiment on va favoriser le développement d'innovation depuis le concept jusqu'à la mise en application clinique. Alors, nous, on n'est pas sur le médicament, on est sur l'imagerie et sur les nouveaux dispositifs médicaux implantables. Et donc on a tout un process d'accompagnement, on est en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, on a des chefs de projet et vraiment en lien très proche avec le monde médical. C'est ça qui fait avancer les projets. Si un chercheur sur un domaine biomédical n'a pas le lien avec le besoin clinique, peut-être qu'il va avoir une très grande idée mais qu'elle ne sera pas applicable. Donc là l'idée c'est d'avancer ensemble et étape par étape et en faisant des validations précliniques avant de passer à l'application chez les patients. Élise, c'est un programme, c'est un process cher que vous proposez là? Un process, pardon? Est-ce que c'est onéreux de faire les tests si demain ça doit entrer en routine, est-ce que ça demande vraiment beaucoup de matériel? Est-ce que c'est onéreux? Voilà, tout simplement. Non. Enfin, la technologie en elle-même n'est pas onéreuse, mais je ne sais pas si on parle du financement de l'innovation en tant que telle ou si on parle du financement de ce type d'appareil. Moi, l'accent sur lequel j'aurais voulu insister, c'est un petit peu qu'il faut comprendre que ces résultats-là ou ces technologies-là, ces ruptures, on va dire, technologiques, elles s'inscrivent en fait dans des durées, dans des constantes de temps qui sont très longues. Parce que là, on voit aujourd'hui un résultat. On se dit, ah bah tiens, finalement, en 2 ans, ils ont réussi à monter cet appareil. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça s'inscrit beaucoup plus avec des racines qui prennent source dans la recherche avant tout. Donc, je dirais qu'il ne faut vraiment pas oublier le fait que tout ça est possible parce que ça s'est inscrit dans la durée en faisant intervenir
beaucoup de personnes qui ont une expertise de longue date et qui acceptent de collaborer. On n'est pas moins de 3 chercheurs avec beaucoup d'années d'expérience, chacun avec des domaines spécifiques, à l'ONERA en tout cas, à avoir participé à la fondation de cette start-up. Et puis ensuite, on a aussi l'expertise de Julien qui, elle aussi, s'inscrit dans une durée et qui s'inscrit aussi dans un désir, en tout cas une acceptation de la rencontre entre des gens qui ne sont pas issus des mêmes domaines de compétences. Non, ça je vous l'accorde bien volontiers, mais on dit toujours que l'hôpital n'a plus d'argent. Est-ce qu'il aura un jour les moyens de payer cette pratique ? Je l'espère. Oui, nous aussi. Vous savez, cette technologie de perfusion cardiaque en pratique clinique, elle n'est toujours pas remboursée en France. Or, les bénéfices, ils sont démontrés. Il y a suffisamment d'articles dans la littérature scientifique. On n'est toujours pas... C'est 45 000 € par greffe, pour un cœur. C'est le budget global que vous avez pour une greffe de cœur? Non. Ce que reçoit l'hôpital, c'est autour de 80 000 €. Oui. Donc, quand j'ai dit à mon directeur il y a 6 ans que j'allais commencer cette technologie, on était le deuxième centre en France, il m'a dit mais hors de question, parce que ça va amputer de 50%, plus de 50% le budget que l'hôpital recevra pour les soins. Donc en fait, on a monté un appel à donation en fait, et on a un fonds de dotation qui nous permet de faire ces innovations. C'est pas pour l'instant, c'est pas remboursé par les autorités de santé. Ça le sera un jour. Oui. Ah bah voilà, ça y est, magnifique. Ah bah voilà. Le cœur est reparti, ouf. Voilà. Donc, effectivement, parce que oui, ça change tout parce qu'en fait, s'il bat pas, vous pouvez pas l'évaluer. Il faut qu'il batte, il faut qu'il ait une reprise d'activité, il faut qu'il ait un métabolisme, il faut qu'il y ait une circulation pour pouvoir l'évaluer et décider s'il est transplantable. Donc c'est toute une technologie et en fait c'est une nouvelle ère dans la transplantation parce que ça on n'a pas appris ça à la fac de médecine. C'est toujours pas enseigné. Voilà. En tout cas, bravo. On va peut-être prendre quelques questions, Boris. Absolument. Merci à tous les deux. C'était absolument passionnant. On va vous éclairer, cher public, à cette heure indue. Est-ce qu'il y a... Monsieur, alors, en fait, j'allais dire, on vous passe le micro. Je vais vous passer mon propre micro. Merci, c'était passionnant. Vous avez insisté sur le fait que tout cela est né d'une rencontre improbable entre l'univers de l'imagerie spatiale et l'imagerie médicale. Donc on se dit que c'est une innovation exceptionnelle, sans équivalent. Mais est-ce bien le cas? Est-ce qu'à mesure que vous avez publicisé autour de cette innovation, en publiant, en intervenant dans des conférences comme ça, est-ce que vous avez éveillé la curiosité, non pas forcément de concurrents potentiels, mais de partenaires potentiels qui pourraient vous aider à lever les derniers verrous technologiques, si le mot n'est pas trop excessif, dans votre cas? Je te laisse répondre. Je compléterai. Merci, Julien. Est-ce que ça suscite l'intérêt? En fait, ça suscite beaucoup d'intérêt, j'allais dire, chez des personnes qui sont déjà scientifiques, souvent. À la fois chez des chercheurs dans divers domaines et chez différents médecins qui sont curieux et qui ont envie aussi que ce genre de technologie ou d'aventure soit poussé. Maintenant, pour le reste, Joker. Joker ou Julien? Non, Julien en fait, va être mon Joker. Un des freins, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme la technologie elle n'est pas encore remboursée en France, cette perfusion des cœurs sur machine, les gens vont me dire ouais, c'est très bien vos outils, mais comme de toute façon on ne peut pas utiliser la machine parce que ça coûte trop cher, voilà, c'est le frein, comme je disais, c'est le nerf de la guerre. Mais on y travaille pour que ce soit remboursé. On a des réunions prochainement au niveau de l'HAS pour obtenir le remboursement de ces technologies parce qu'on en a besoin. Enfin, les patients en ont besoin. Donc, une fois que ça va être remboursé, les gens vont davantage, la communauté médicale va davantage l'utiliser. Et donc, ils vont se dire, mais en fait, on a besoin d'informations, d'outils d'imagerie supplémentaires pour mieux évaluer ces greffons. Et là, boum, c'est l'application directe. Bonsoir. J'avais 3 questions en une.
La première, c'est j'ai vu une news comme quoi le cœur de porc génétiquement modifié pouvait servir pour l'être humain. Deuxième question, plus le temps, les 8 heures ou plus le temps est prolongé, plus on peut prendre l'organe de pays lointains. Et là, il faut faire attention à la traçabilité parce qu'il y a des trafics d'organes dans les pays en guerre, etc. Et puis la dernière, alors là, c'est parce que j'ai ma belle-mère qui a un pacemaker, mais c'est une maladie complètement à part. Pacemaker, hein, c'est ça. Merci. Donc, la dernière question, vous avez répondu, donc je vais pas répondre. Le pacemaker, c'est une pile qui permet d'augmenter la fréquence cardiaque. Voilà. Mais le cœur, il faut quand même qu'il ait une viabilité et que le muscle soit encore compétent. Donc la première question, c'était sur les animaux, les porcs génétiquement modifiés. Ouais. Il y a eu 2 xénotransplantations. Donc xénotransplantation, ça veut dire qu'on transplante des organes interespèces. Donc là, c'est du porc vers l'homme. Et donc là, c'est une révolution, non pas médicale, mais purement scientifique. C'est vraiment plus de 20 ans de travaux, de recherche et développement. C'est parti de la brebis Dolly, en fait, la première brebis clonée. Et en fait, c'est le même groupe, finalement, qui est allé, après, développer des porcs génétiquement modifiés. Et en fait, ces porcs, ils sont humanisés. Non pas qu'ils ont un caractère humain, ou certains humains ont des caractères de porc, par contre, mais de cochon. Mais en fait, c'est leur patrimoine génétique qui a été modifié pour améliorer la tolérance de cet organe. Parce que si on greffe... Déjà, quand on greffe un cœur humain chez un autre humain, il va y avoir un rejet. C'est inéluctable. Sauf si on greffe des personnes qui sont jumeaux, des vrais jumeaux. Okay ? Mais là, on greffe 2 organes d'espèces différentes, donc c'est le rejet à 100%. Et donc, en fait, les manipulations génétiques ont permis en fait, de diminuer ce phénomène de rejet, d'améliorer la tolérance immunologique et également d'exprimer certaines protéines qui empêcheraient notamment que le sang coagule dans les artères coronaires du cochon. Et donc, c'est une révolution. Il y a 10 manipulations génétiques qui ont été réalisées. C'est notamment grâce à la technologie de CRISPR-Cas9 qui a fait l'objet d'un prix Nobel il y a quelques temps, qui permet en fait vraiment d'introduire des modifications génétiques sur le génome de l'animal. Donc ça, on y croit beaucoup. Il y a encore des limites. Il y a eu deux cas réalisés aux États-Unis au cours des 2 dernières années en transplantation cardiaque. Il y a eu des transplantations rénales également à partir de ces porcs génétiquement modifiés. La première limite, elle est éthique. Est-ce qu'on acceptera de transplanter des organes animaux chez les hommes? Et l'autre limite, pour moi, qui est encore plus importante, c'est le risque de transmission d'infection de l'animal vers l'homme. On a vu ce que ça peut faire à l'échelle de l'humanité. Ça s'appelle les zoonoses, quand une infection animale est transmise à l'homme. Covid-19, un exemple malheureux. Mais c'est parti d'une infection animale, tout ça. Donc il y a encore cette limite-là à franchir en termes de sécurité d'utilisation. Et on n'a pas non plus, pour l'instant, de données de durabilité. Est-ce que ces cœurs issus d'animaux génétiquement modifiés auront la même survie, la même durabilité que des organes humains? Est-ce qu'on pourrait envisager aussi qu'ils soient utilisés en attendant de trouver le bon organe? Parce que ça, c'est aussi une possibilité. Complètement. En fait, quand ça commencera, entre guillemets, il y aura des essais cliniques de recherche, et ce seront en priorité, entre guillemets, des patients qui ont un accès difficile à la transplantation, notamment parce qu'ils ont de nombreux anticorps dans leur sang qui seraient déjà dirigés contre de nombreux donneurs. Et donc, ça restreint le champ des possibles. Et donc leur mettre également peut-être aussi chez des enfants, parce que c'est encore plus difficile d'avoir des donneurs de petits gabarits. Et donc peut-être effectivement ce serait une solution d'attente. On a actuellement des solutions d'attente, ce sont les cœurs artificiels. Mais là encore, ce n'est pas applicable à tout le monde pour des raisons aussi d'encombrement. Et sur la traçabilité des cœurs étrangers du fait des 8 oui, alors il faut se méfier de ça, effectivement. En France, on ne peut prélever que sur le territoire français. Il y a certains pays européens qui collaborent, ça s'appelle Eurotransplant. Ils peuvent aller prélever chacun d'un pays à un autre, mais c'est des collaborations d'État, et voilà. Mais il y aura, tout ça est extrêmement réglementé. Voilà, en tout cas en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord. J'aurais voulu juste rajouter que le fait d'améliorer, d'augmenter la période possible d'intervention n'a pas que pour vocation d'aller chercher des cœurs plus loin, mais aussi aux chirurgiens de pouvoir dormir. Ça, c'est mon rêve. C'est un jour, je pense, d'ici la fin de ma carrière, on ne transplantera plus la nuit.
On sera tous contents, mais parce qu'on pourra préserver les greffons plus longtemps, c'est certain. Je rappelle que vous avez 28 ans, ça voit sur votre visage que c'est compliqué, quoi. 28 ans, non. Merci à nos deux invités et encore bravo à eux, on peut les applaudir. Merci à vous. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour notre dernière session de la journée, plongée aux extrêmes limites du vivant. À tout de suite.